Bon, le début est toujours un petit peu... Enfin, pour moi, le début est toujours un petit peu difficile, le temps d'enlever la petite timidité qu'il peut y avoir. Toi, t'as pas l'air timide? En fait, je suis plus timide quand je fais des photos de meufs à poil que quand je fais des interviews, ouais. La gestion de la meuf à poil quand tu shootes, ouais. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste que... Enfin, j'essaye de toujours de rester élégant, tu vois, et garder une certaine distance de manière à ce que on reste dans le cadre du boulot et pas de la vie privée, donc... Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Jacques Chirac. Voilà. Je suis un ancien directeur artistique, Sacha Goldberger. Goldberger et pas Goldberger. Tu peux dire comme tu veux en fait. Ouais. Moi je suis en... Non mais c'est une question qu'on me pose souvent. On est en France, je me dis voilà, en France. Mais tu sais que pour moi, en fait, avant que les deux loustiques là, me disent on peut peut-être avoir Sacha, on me dit mais il est américain, non? Ouais, je suis américain. Mais quand tu veux, je suis américain, Goldberger. Non, oui, Goldberger, Goldberger, pareil. C'est le même mec, c'est la même histoire. C'est vrai que ça. Enfin, j'ai des Français parfois qui m'envoient des mails ou qui me téléphonent en me disant, en parlant anglais, en me disant on adore votre travail en anglais. Alors je leur réponds en anglais. Mais ouais, Goldberger, je viens de la publicité. J'étais directeur artistique pendant des années. J'ai bossé dans des agences de dingue. J'ai fait des trucs très marrants. Et puis un jour, j'ai décidé de recommencer de la deuxième vie. Du jour au lendemain? Non, ça vient pas du jour au lendemain, parce que pour devenir photographe, ça m'a pris des années, c'est-à-dire que j'ai commencé à bosser avec un relais flex, et j'ai été aidé par des amis photographes, ensuite j'ai refait des études, j'ai été au Gobelin, D'accord. donc j'ai été assistant de plateau, donc ça m'a pris pour vraiment changer de métier 3-4 ans, et maintenant je crois que ça m'a fait entre 10 et 15 ans que je fais ça, mais la transition, elle a été... Et puis pendant ce temps-là, je continue à faire un peu de pub pour gagner ma vie. Ça explique beaucoup. Tu continues à faire de la pub, mais du côté photographe maintenant. Alors, de toute façon, la pub... il y a un mec qui m'a marqué, qui s'appelle Philippe Michel, qui était le patron, enfin le président de CLM-BBDO, et qui était un fan des idées. Donc, il nous a toujours dit que le plus important, c'était les idées. Et ça m'a suivi toute ma carrière. C'est-à-dire, quand j'étais directeur artistique, on cherchait des campagnes et essayer de trouver des idées. Et puis maintenant, en tant que photographe, j'ai du mal à faire... alors, on parle de projets perso ou pour des campagnes, mais à faire des choses qui n'ont pas un sens particulier et qui ne racontent pas quelque chose. Donc après, évidemment, chaque photographe a un truc à raconter, mais moi, j'essaye de raconter des histoires, de partir dans... Je suis très mauvais en reportage, je suis très mauvais pour aller voler des scènes dans la rue. Non seulement je suis mauvais, mais ça m'ennuie. Oui, j'avais lu une interview de toi qui disait que tu étais un anti-reporter. Non, alors c'est vrai que c'est un mot qui est... Mais oui, c'est un mot. Je suis un anti-reporter dans le sens où moi, ce qui m'amuse, dès que je vois un truc qui existe, c'est de le transformer. J'ai beaucoup de respect pour les reporters. Mais c'est vrai que leur boulot, c'est d'aller voler des trucs et d'essayer d'être au bon endroit au bon moment. Moi, dès que je vois un truc dans la rue, je me dis putain, pourquoi la fille elle est pas plus à gauche voilà. Et donc finalement, même si tu fais cette image et que l'image est chouette, elle n'est pas celle que moi j'aurais aimé faire. Donc à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça. Ce que j'aime, c'est prendre les trucs, les mélanger, les transformer et raconter des histoires, et qu'à chaque fois que tu regardes une photo, tu te dises ouais, que tu te fasses ta propre histoire ou que tu te demandes ce que moi j'ai voulu raconter, mais qu'en tout cas, il n'y a pas de... Donc c'est pour moi de l'anti-reportage. Dans le sens où... Voilà, exactement. Et c'est ce qui m'amuse le plus. Enfin, on va parler autant de ton travail perso que de ton travail pro, parce que ce que je disais à ton assistant, c'est que en fait, en regardant ton site, en regardant toutes les photos sur ton site, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de photos que je connaissais de publicité. Et je me dis, ah mais tiens, c'est lui qui a fait tout ça. Le luxe que j'ai aujourd'hui, c'est que je fais de la pub. Je fais beaucoup de sujets perso qui sont exposés à la School Gallery et qui sont, qui sont destinés à ça. Je fais des éditos, mais je les choisis, c'est-à-dire que ça m'amuse beaucoup, mais c'est vraiment un truc que je choisis quand je veux et quand j'ai le temps et quand on me propose un projet qui m'intéresse. Donc quelque part, que ce soit pour la pub, pour les galeries, les éditos, j'essaye aujourd'hui et j'ai la chance et le luxe de pouvoir choisir mes projets. Donc parfois c'est des trucs qui sont très bien payés, parfois c'est pas du tout payé, mais le projet il est dingue. Et c'est vrai que parfois aussi on me propose de faire des campagnes de pub qui sont vraiment chouettes et que voilà, et donc outre le fait que ça rapporte de l'argent, c'est surtout, je trouve que c'est intéressant de mélanger les sujets et de ne pas être toujours sur des trucs perso. Enfin voilà, c'est à chaque fois en campagne de pub, forcément, il y a d'autres restrictions qui sont que c'est une commande, que tu dois respecter.
amener ta patte, mais qu'en même temps, c'est pas ton idée, c'est une image qui a été pensée par d'autres. D'accord. Et comme moi j'étais DA avant, je comprends le truc. C'est-à-dire que je sais que il y a 2 personnes qui ont bossé pendant des mois, qui ont essayé de le vendre et qui ont abouti leur truc, et qu'après ça va être à toi de le mettre en valeur, mais que ça reste pas ton image. C'était la question que je voulais te poser, parce qu'en voyant que tu avais été DA avant, je me demandais quelle était la part de création du coup que tu avais dans ces photos-là. Alors ça dépend, là de plus ça va, et plus on me dit qu'on a envie d'avoir quelque chose qui correspond à ma vision des choses. Alors ça je découvre ça là, mais ça m'éclate, parce qu'évidemment quand on te dit on a l'idée mais on a pensé à ta campagne, ou le truc perso que tu as fait, est-ce que tu peux me faire un truc dans cet esprit ou comme tu veux. Le bon exemple c'est Havas par exemple, qui vient de voir il n'y a pas longtemps et qui me dit il y a un an en me disant je veux faire un portrait de Bolloré et de Séguéla. On veut un truc genre peinture flamande, on est en 1850. Donc j'ai mon équipe et je leur dis on fait nos recherches. 1850 pour moi c'est pas la peinture flamande, donc on est où, qu'est-ce qui se passe? Et en fait on est en plein daguerreotype. Donc je suis revenu à l'agence en leur disant écoutez, voilà, on a fait des recherches, daguerreotype, voilà ce que ça donne, on fait des plaques, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et on a fait un portrait de Séguéla qui est incroyable. Et de Bolloré, et les deux ils sont à l'époque 1850, on a fait avec des retouches, du travail, on a shooté des plaques, etc. Et c'est des daguerreotypes. Alors c'est pas du vrai daguerreotype, j'aimerais, mais j'avais pas ni le temps ni la possibilité de me retourner par rapport à des gens comme eux. Donc on a shooté et après on a adapté. C'est du numérique. Le numérique qui a été transformé. Mais c'est vrai que tout d'un coup, tu as une liberté, et j'ai de plus en plus de projets comme ça. Puis après, tu as des trucs où les mecs arrivent en te disant le type est là, il a cette couleur-là, il y a ce fond-là, il y a ce machin, est-ce que ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Et mon plus produit, ça va être d'amener mon équipe pour avoir la belle lumière, de faire mon choix sur d'amener la styliste qui va bien, le retoucheur, et de mettre tout en œuvre de manière à ce que cette image-là, elle soit un peu mieux que ce qu'ils avaient imaginé, mais pas différente. C'est-à-dire le principe, c'est vraiment d'avoir un truc qui ressemble. C'est le même process sur tes photos pub et tes photos perso? Ouais. En fait, j'utilise les mêmes équipes, les mêmes méthodes, je veux la même qualité d'image. Donc, en gros, quand on fait de la pub, il y a beaucoup d'argent souvent, et c'est des usines à gaz. Quand je fais mes trucs perso, il y a beaucoup moins d'argent, mais c'est les mêmes personnes, les mêmes travail, les mêmes temps. Il n'y a aucune différence. Je veux que tout soit au même niveau. Okay. Je fais rien si on est un peu en dessous. Et c'est une équipe, comment tu composes du coup ton équipe? La dernière série que j'ai faite, Secret Eden, qui est sortie l'année dernière, on est 130. En tout? En tout. Pas sur chaque photo? Non. Alors, les photos, il y a 5-6 assistants, il y a maquilleuse le nombre qu'il faut, coiffeur, styliste, souvent on a des costumes, tu vois, on essaye de construire un truc de manière à ce que je veux pas que quand je puisse faire une photo, après on se dise c'est con, si j'avais pris une bagnole et ça aurait été bien. Je vais jusqu'au bout de l'histoire. D'accord. Après, ça prend beaucoup de temps au produit. J'ai des gens qui travaillent avec moi, j'ai un assistant qui bosse avec moi souvent ou 2, et on fabrique tout ça. Donc il y a une grosse production, mais j'ai le même niveau d'exigence, parce que je pense que quand les gens vont regarder mon travail, ils vont pas se dire ça c'est une pub, c'est machin, là il a eu de l'argent, il a pas eu de l'argent, on s'en fout. Ouais. Donc si t'as pas d'argent, tu fais des projets moins ambitieux. Mais moi j'essaye de garder un niveau de qualité toujours, et je pense qu'aujourd'hui si j'appelle des gens et je leur dis j'aimerais être dans votre magazine ou j'aimerais shooter avec vous, les gens ils disent oui, parce qu'ils savent que à la fin il y aura un niveau d'exigence important qui est pas lié à, enfin je veux dire, je suis photographe, mais je suis plus le chef d'orchestre d'une équipe gigantesque qui a un talent fou, et on met tout ça en œuvre, mais c'est une différence du reporter qui part avec son appareil et puis il est tout seul, et si la photo est bien, c'est lui qui l'aura faite et personne d'autre. C'est pas moi qui ai fait les photos. Moi j'ai un mec qui fait la lumière pour moi qui est comme un chef-op, j'ai des assistants qui vont amener le matériel, j'ai un ou plusieurs stylistes selon les projets qui connaissent parfaitement leur truc, etc. C'est comme ça que ça t'intéresse de bosser. Et effectivement, on est plus presque dans la production d'un film, même si c'est une image arrêtée, que dans une photo de reportage. Et quand on expose, moi je vais jusqu'à le choix du papier est hyper important, la taille, le choix du cadre. La dernière série, il y a 86 images, il y a 17 séries, il y a 17 types de cadres différents. Ça veut dire que chaque série, dans chaque endroit, a son type de cadre qui colle au papier. Et c'était vraiment l'idée de se dire que quand tu vas faire ton expo, chaque diptyque et chaque portrait a un cadre spécifique à son époque et à la chromie de l'image. Et pareil, mon tireur, je lui ai dit, on a travaillé chaque mini-série, il y a 17 mini-séries, de façon différente des autres. Quand j'ai fait le truc sur Blanche-Neige, c'est du fine art.
avec des couleurs assez vives, etc. Quand on est dans les années 50, on est sur des trucs un peu plus éteints, avec un papier ultra brillant, Fujiflex, etc. etc. Et l'idée, c'est que quand à la fin tu arrives, ton truc il est abouti, et il y a un niveau d'exigence. Je déteste l'idée de me dire que quand tu vois un truc, de te dire putain, ça, on aurait pu mieux faire. Ça arrive, hein. Et ce niveau d'exigence, il est venu avec le temps ou tu l'avais déjà? Non, je crois que je l'ai chopé en étant. Quand tu es directeur artistique, on te demande de réfléchir à tout. Tu passes tes journées à trouver des idées et puis après à les faire aboutir. En fait, quand tu arrives devant un photographe, il faut déjà que tu saches tout. On te demande de tout savoir, ce qui est évidemment impossible. Donc j'ai appris à tout préparer. On fait des docs. Là, j'ai une série qui sort dans The Good Life en septembre. On a passé 3 mois avec mon assistant à monter des docs. Mais quand on est arrivé le jour du shooting, tout était déjà... on savait exactement quelle fille, quel mec habillé comment, à quel endroit et quel cadre. Tu vois, après, tu mets tout en place, c'est-à-dire que la lumière... J'adorerais pouvoir arriver en me disant, j'ai un lieu, on va voir ce qu'on va faire. J'ai plein de photographes qui font ça. Moi, tu me fais ça et je meurs. C'est-à-dire que déjà, en sachant que la fille, elle est devant au premier plan, en ayant fait le cadre, les essais, les trucs, j'arrive sur le shoot, je me dis, est-ce que... c'est toujours compliqué. Donc, si j'essaye de réduire l'aléatoire... Puis après, au contraire... Ça t'angoisse du coup l'aléatoire? En photo, ouais, parce que quand tu as un shoot avec 30 personnes dessus, tu peux pas tout d'un coup arriver sur place et te dire on va voir on va placer où. Mais est-ce que tu laisses pas quand même une part d'aléatoire? Non, il y a une part d'aléatoire qui est obligatoire, c'est-à-dire déjà tu prends une comédienne que tu mets sur un fond, on lui a fait un vêtement sur mesure. Je parle par exemple sur la série sur les super-héros. J'ai une fille, je la caste, elle doit faire Catwoman. On lui fait faire son costume sur mesure, tout est parfait. La fille est sublime, elle a une tête de chat. Il y a le fauteuil, j'ai fait venir un dresseur qui est venu avec un chat, qui avait la couleur que je voulais, on l'a fait mettre la collerette, enfin tout est... Et puis après, au moment où tu shootes, il y a un truc qui se passe que tu ne contrôles pas, et tant mieux, c'est-à-dire ce serait horrible aussi. Et donc la fille a commencé à bouger, le chat a commencé à bouger, et tout d'un coup tu vois apparaître des choses que tu n'espérais pas, ou que tu espérais, mais... Et là, effectivement, l'aléatoire, c'est que la fille baisse la tête, dans un sens, le chat se met dans l'autre sens, il lève la patte, que tu as appuyé juste à ce moment-là, et qu'il y a une espèce de magie Mais ça, évidemment que c'est important. Mais c'est plus facile pour moi de la voir alors que tout est bien carré que de me dire on va prendre la fille, on va prendre le fauteuil, on verra après. D'ailleurs, t'as attendu combien de temps pour avoir la poule qui prend en photo Mamika? Alors ça, on a pris 2 ans et demi, à peu près, parce qu'il a fallu la dresser. Donc tu as 2 ans et demi de dressage et on l'a prise, elle était petite. Et puis après, t'es obligé de la droguer. Ça nous a pris pas mal de temps, oui. Pas mal de temps, surtout que la poule... Je me suis vraiment demandé si c'était pas un espèce de montage. Non. Mais elle a vraiment... Non, vraiment, ouais. Joli. Non, il y a toute cette série qui s'appelle Mamika et Bob le poulet. Donc un poulet a été fait avec un vrai poulet, c'est pas un montage. D'accord. Il n'y a aucun montage dans l'histoire. Après, peut-être qu'il y a un petit montage quand il fait de la corde à sauter. Oui, peut-être. Mais et encore, c'est pas sûr. Ça dépend. Je pense que si t'as un backstage qui me montre qu'il le fait, je te crois. Ouais, sauf que j'en ai un, mais je peux pas te le montrer. Tu vois, c'est secret défense. Et effectivement, je vais te dire, ça pose une vraie question. C'est que souvent on me dit, mais comment vous avez fait ça? Et en vrai, je dis pas parce que ça regarde personne. L'objet n'est pas on me demande comment ma grand-mère peut voler. On s'en fout. Le truc, c'est quand tu regardes l'image, tu te dis waouh. Après, est-ce que c'est un montage? Est-ce qu'on a mis une corde? Est-ce qu'on l'a prise dans un sens, dans l'autre? On s'en fout. Et je pense que c'est important de garder. Là, je viens de faire une campagne qui va sortir, qui est un truc de dingue pour le Puy du Fou. Avec 30 comédiens, des chevaux, des animaux. Enfin, c'est vraiment le directeur général associé qui était là avec moi et qui s'occupe de la com. On parle et puis je lui dis est-ce que je peux montrer une photo? Il m'a dit non. Je lui dis ok, de toute façon je te demande. Et il m'a dit un truc très juste, il m'a dit j'ai pas envie qu'on sache comment on a fait ça. Parce que le mec tient un parc et où tu dois rêver et il a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu regardes une image, qu'est-ce que ça peut foutre de savoir si c'est monté, si c'est vrai? En fait, en vrai, c'est est-ce qu'elle t'emmène ou elle t'emmène pas? À la rigueur, si on commence à te poser ce genre de questions, c'est qu'elle t'emmène pas. C'est ce que je dis souvent, c'est quand on commence à me dire ouais, ton noir et blanc, il est cool, c'est j'ai loupé ma photo. Ouais, bon après, c'est vrai que pour les techniciens, c'est les photographes souvent, et là, ils ont envie de savoir. Oui, bien sûr. Et là, on est forcément avec plus des photographes qui vont suivre cette vidéo. Donc on va faire ça. Tu me parles pas en fait, c'est ça? Non, mais toi, t'es pas photographe. Si, je suis photographe. Ah merde. Bon, alors on va faire ça comme ça. Si on reprend depuis le début,
Enfin, depuis le début, pas... Je veux dire ma naissance, tout ça? Non. Mes parents? Pas jusque-là. D'accord. Quoique aussi, on peut y aller. Le côté opposition, enfin pas opposition, mais plutôt mixte entre comics, vie américaine, parce que tes images sont très stylées, vue américaine et comics, et de l'autre, tout ce qui est peinture flamande. Après, je sais pas, peinture flamande, c'est une partie de ton travail avec les super-héros, et ça, c'est pas, on voit pas ça dans toutes tes photos. C'est quoi tes plus grandes influences, on va dire, de ce côté-là? C'est plus les comics, ou c'est plus les films, ou... En fait, je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire des super-héros flamands, c'est pas forcément qu'ils soient super-héros flamands, c'est le contraste. Alors si on reparle de ma naissance, moi je viens d'une famille où j'ai une partie de la famille qui vient de Budapest, du Baron, et puis une autre partie qui vient de France, Normandie, bourgeoisie normande. Et je pense que le contraste et le paradoxe entre mon père et ma mère, on fait beaucoup de mon boulot. C'est-à-dire que effectivement, moi j'ai toujours aimé les mélanges improbables, le costume avec les baskets. Alors maintenant tout le monde met des costumes avec des baskets, mais de prendre un truc C'est toi qui as lancé ça? Ouais, enfin avant ma naissance. et effectivement, dans les photos, moi ce que j'aime, c'est de confronter des choses qui vont pas ensemble. Alors après, j'ai pris les super-héros parce que je suis hyper fan des super-héros depuis très longtemps. Et la peinture flamande, parce que j'ai été baigné dans la peinture flamande depuis très longtemps aussi, mais je suis fan de Hopper et ça a influencé. En fait, je crois que je suis ni l'un ni l'autre, j'ai été influencé par des centaines de trucs différents. Donc il y a du cinéma, beaucoup de peinture, de l'architecture. En fait, j'aime bien mélanger tout ça de manière à ce que ça raconte des histoires. Moi, ce qui m'amuse, c'est le décalage et le paradoxe. Je vais faire un truc, là, je suis en train de bosser sur une série sur Versailles qui va être un truc complètement dingue, mais ça va être aussi un paradoxe. Dans la pub, on te dit, tiens, t'as fait de la peinture flamande, on va te refaire faire de la peinture flamande. T'as fait un truc daguerreotype, on va te faire un... Bon, et je gagne de l'argent comme ça, et ça m'amuse de le faire. Là, j'ai une série qui sort en octobre avec 12 portraits de 4 mètres de haut de jésuites, d'enfants jésuites qui vont être... T'as combien de séries qui vont sortir là? T'as combien de projets? 6 ou 7. Ouais, et là, c'est des portraits de 4 mètres de haut, ça va être un truc de dingue. Mais c'est parce qu'ils ont vu ce qui a été fait avant. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est à chaque fois un truc différent, des époques différentes, des histoires différentes. La série qui sort dans The Good Life est très différente de Secret Eden. Les Jésuites, c'est encore très différent. Voilà. Et surtout, de ne pas rentrer... Je veux pas de système. Voilà. Je veux pas rentrer dans un système. Donc après, la question, c'était est-ce que je préfère la peinture flamande ou les super-héros? Ma réponse est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que John Wayne. Ok. En fait, moi, je connaissais tes photos via Mamika, forcément. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, c'est ce contraste-là qui t'a poussé à avoir cette idée-là de dire j'ai ma grand-mère et je la mets en super-héroïne parce que ça contraste vraiment de la vie qu'elle peut peut-être avoir à côté ou... Tu sais, alors, le truc c'est que ma grand-mère, on a commencé à shooter quand j'ai commencé à faire la photo, donc j'ai tout essayé sur elle, on a fait toutes sortes de choses différentes. Il y a eu des modèle test. C'est comme Picasso, il y a la période rose, la bleue, ma grand-mère, il y a le Wad, Bob le Poulet, puis après, en fait, il y a souvent des choses qui arrivent parce qu'il y a des contraintes et qu'il faut faire de ces contraintes trouver une solution. Alors effectivement, il y a deux choses. C'est ça m'amusait de parler des super-héros américains et la question c'était mais qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sont vieux? Je viens d'une famille juive d'Europe centrale, ashkénaze, avec un humour assez... la construction, elle est plus liée à l'humour qu'à la religion. Et c'est un humour très spécifique, assez absurde. Et je me suis dit, ce serait amusant de transposer cet humour que j'entends depuis que je suis tout petit à mes photos et de les amener, et justement de raconter cette histoire de super-héros vieux avec cet esprit-là un peu absurde qui est on est des super-héros mais quand même on est fatigué. et tu le vois dans une image que j'aime bien, elle est dans un taxi et en fait elle a le bras en avant comme ça et la cape qui dépasse un peu. Et tu sens qu'elle est trop fatiguée, ça la fait chier de voler, mais bon, quand même si ça la fait chier, elle va quand même dans son taxi. Et donc pour moi, cette image-là, elle résume bien cette espèce d'humour absurde où est assez construit, où on raconte un peu la vie des super-héros vieux. Et donc effectivement, il y a un paradoxe entre les super-héros invincibles américains qui ne vieillissent jamais, qui n'ont pas le temps de s'occuper d'eux, qui sont toujours à sauver le monde, et puis cette série où tu as une vieille dame
Et puis après, il y a un vieux monsieur d'ailleurs qui va s'associer, puis un deuxième, enfin il y a toute une équipe, et où finalement on voit leur quotidien qui est pas très loin des super-héros américains et qui est beaucoup plus humain que ça. Donc le paradoxe, effectivement, c'est sans doute cette femme de 80, on a shooté, on devait avoir entre 85 et 90 ans, qui a vraiment l'air d'avoir cet âge-là, et en même temps qui fait des trucs complètement barrés, et en même temps qui fait des trucs complètement barrés de super-héros, mais d'aujourd'hui. Et toutes ces photos-là ont été vraiment réfléchies et travaillées, comme tu le disais avant? Voilà, alors moi Parce qu'elles font très... Enfin, en les voyant, il y en a tellement, tu as l'impression que vous êtes baladé un moment dans New York et de dire ah, tiens, là, serait cool, on se ferait une photo. Non, là. non. J'adorerais. Parfois, ça arrive. Hein. Je viens de faire une série avec ma mère, juste parce que ça me faisait marrer, puis c'était une commande, plus ou moins, et qui s'appelle Queen Mother. Je shooté ma mère en reine d'Angleterre à Londres. Et celle-là, elle a été faite enfin, dans cette série-là, t'as vraiment l'impression qu'elle a été faite rapidement, puisque j'ai cru voir que c'était pendant pas un festival, mais... Non, en fait, on m'a demandé il y a quelques mois de faire des images pour une galerie, qui est la Havas Gallery à Arles. Et donc, on a réfléchi au projet avec mon équipe. Je travaille toujours de la même manière, souvent. J'ai reproduit ce qui se passait en pub. Je travaille avec un mec qui s'appelle Ben Simon, qui est graphiste, qui fait des trucs de dingue. Et on se met ensemble. Et ce projet, de toute façon, on travaille toujours de la même manière. Ben Simon et moi, parfois, on est plus nombreux. On prend un sujet, on écrit. Et on écrit un certain nombre d'idées. Ensuite, je fais mon repérage. Et dans le repérage, parfois, parce que moi je travaille jamais sans repérage, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui amène d'autres idées. Et donc ça m'arrive, et ça m'amuse. Et tout d'un coup, par exemple, justement, il y a une des photos, je tombe dans une rue, il y a un panneau, et sur ce panneau, il y a une espèce de capuche orange qui est là pour cacher le panneau. Et en voyant ça, je me dis putain, il y a une photo à faire. Et donc la photo, elle existe d'ailleurs. J'ai été chercher un chapeau de la même couleur que la capuche. J'ai mis ma mère pas loin avec une tasse de thé avec son truc, et je lui ai mis la capuche sur la tête comme le panneau, ce qui fait que tu as exactement la même chose. Et effectivement, ça a été écrit une fois que je suis tombé sur le repérage. Je n'arrive pas, moi je sais pas faire... en fait, d'abord je shoote beaucoup, donc tu vois, j'ai des journées là avec ma mère où, c'est des projets perso, on est obligé de faire beaucoup d'images. Donc je viens avec une grosse équipe. Et on prévoit entre 10 et 12 images. Donc t'as pas le temps d'aller te balader et de te dire tiens, ce serait cool de faire un truc là. Et comme en plus j'aime bien que ça soit construit, je pense que je peux pas emmener une équipe de 5, 6, 8 personnes dans la rue en leur disant tiens, on va chercher, savoir s'il y a un truc qui va bien ou pas. Au bout d'un moment, les gens ils sont fatigués, ils ont plus envie. Ça t'intéresserait pas de... Parce qu'en fait, moi je fonctionne à l'inverse de toi en fait. Moi la production m'emmerde, enfin la pré-production m'emmerde, c'est ce qui m'empêche de faire des gros trucs, mais par contre sur le moment je lance un truc et puis je vois j'ai des idées en tête, mais je vois ce qu'on va faire, j'ai une ou deux photos en tête, mais dans la journée ils vont faire sûrement autre chose. T'aurais envie de... Non. Ça te frustre pas du tout? J'adorerais le faire, mais après il faut savoir tu vois, qui on est et si on est capable de faire ça. Et moi, mon truc, c'est vraiment la construction, la mise en scène. En vrai, si je pouvais, je fabriquerais les décors. Tu vois, alors que, bon, là, je fais avec les décors qui existent. Donc, non, moi, j'aime écrire, j'aime réfléchir au truc, j'aime les idées pures. Et après, effectivement, il y a une partie qui est un peu comme celle-là, c'est-à-dire que mais je shoote pas, je me balade, je fais mon repérage, et quand je fais le repérage, c'est là que je fais ce que toi tu fais le jour du shoot. En fait, c'est-à-dire que quelque part, la fin et l'aboutissement des idées, elle vient le jour du repérage ou le jour des repérages. Le truc, c'est que moi j'ai remarqué, dès que je fais du repérage, quand je reviens, j'arrive plus à faire l'idée que j'ai pu avoir le jour du repérage. Alors ça, c'est peut-être les 15 ans de direction artistique où tu es obligé d'imaginer, de construire et d'avoir des images très précises dans ta tête. Et puis après, il y a la part d'aléatoire, effectivement, qui est que quand tu palaces ton personnage, tu sais que ça va pas marcher comme tu imaginais, qu'il va falloir bouger les choses, changer ta lumière. Tu fais des dessins avant ? Non. Non, si je savais dessiner, je le ferais, mais non. Non, et en plus, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer, parce que si je faisais des dessins, je serais bloqué, et je ne veux pas me bloquer non plus. C'est-à-dire que je fais un repérage où je fais déjà mes cadres, où j'ai déjà une idée du truc, et après, je m'autorise. La série, par exemple, Queen Mother que j'ai fait là, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre le repérage et la finalité. Mais j'avais déjà quand même tellement préparé le truc que ça m'a permis de travailler sereinement et après, effectivement, tu vois, il y a un moment donné, on s'est fait virer d'un endroit. Donc, on a loupé ce truc-là. Et j'avais un chauffeur de taxi londonien avec qui j'ai fait tous mes repérages depuis. J'avais fait une semaine de repérage avec lui. Je lui ai dit, ça marche pas, il faut que tu nous trouves un autre endroit. Il m'a emmené ailleurs et on a trouvé un autre axe. Et la photo est hyper bien. Donc, je suis aussi. Enfin, tu vois, le truc n'est pas complètement bloqué. Mais j'ai l'impression que plus je prépare, moins j'ai d'aléatoires et plus ça me permet après de me concentrer sur
sur la finalité du truc, sur le jeu d'acteur, sur est-ce que la lumière est bien, etc. Voilà. On va parler de Secret Eden. Je t'ai envoyé un message hier parce que du coup, je me dis, mais on est d'accord. Sacha, il a pour l'instant qu'une série de nus en fait, de ce qu'on peut voir, quoi. Parce que du coup, je m'attendais à que tu aies plus de photos de nus et tout. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer à te dire, je vais faire une série où il y a du nu dedans? En fait, Parce c'est pas venu comme ça. Un petit peu timide. Non. J'avais fait des trucs un peu de nu, mais c'est pas. Le nu, ça m'intéresse, mais pas plus que les super-héros. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Là, j'avais envie de faire autre chose. Je me suis dit, c'est bon, on a fait la grand-mère, on a fait les rabbins, on a fait les super-héros, on a fait la peinture flamande. Et je me suis dit, partons dans autre chose. C'est quoi autre chose? Donc, j'aime bien l'idée qu'on ne t'attende pas à un endroit et que, justement, il y a la qualité de tes photos, la qualité de ton histoire, mais aussi le fait qu'on se dise, putain, il a fait ça. Et ça m'amuse que les gens qui ont aimé les Lubavitch me disent, putain, alors que c'est un truc très religieux, mais j'aime beaucoup aussi ce que tu as fait sur l'érotisme, et inversement, que les gens, tu vois, ou ma grand-mère et les super-héros, enfin, le point commun, il est juste qu'il y a des idées, un décalage, mais dans les traitements, on n'est pas pareil. J'ai shooté des trucs en argentique, en numérique, parfois c'est monté, parfois il n'y a pas de montage. Secret Eden, c'est que j'avais très envie depuis longtemps de faire une série sur l'érotisme, et que pour moi, j'ai l'impression que plus on en montre, et moins on est érotique, et moins on est excitant. Et donc ma série, elle a une particularité, c'est que effectivement, une image dissociée de l'autre n'a pas de sens, fait un truc un peu absurde avec un mec qui a un peu le pantalon baissé, une nana qui a un sein à l'air, mais elle veut rien dire. Et je me suis toujours dit que l'imagination était le truc le plus important dans l'érotisme, et l'imagination est le plus important, je pense, dans la vie en plus. Donc si tu pousses les gens en leur amenant deux images du même endroit à une heure différente de la journée, à essayer de les mélanger et de se raconter une histoire, tout d'un coup, de leur imaginaire peut naître quelque chose de très érotique, ou pas du tout d'ailleurs. Tu sais que ça a fonctionné, parce que je voyais la première, c'était celle avec la télé, le canapé et la télé. Et j'étais là, d'accord. Et du coup, je passe à la deuxième, d'accord. Et c'est qu'en fait, en regardant une suivante, que j'ai fait, ah ouais, ok, il y a les deux, comme ça, il faut, si tu les mixes, exactement. Si tu les mixes, ça fait un... Bon, après, c'est vrai qu'en plus, c'est fait pour être exposé en très grand, en galerie, donc c'est très beau dans les magazines. Mais c'est vrai que la finalité de cette série-là, c'est des galeries, et que c'est évidemment beaucoup plus évident quand tu les as en énorme face à toi que quand tu les as en petit, parce qu'il y a tellement de détails dans chaque image. Elles ont été exposées au Grand Palais, et donc il y a je sais plus combien de visiteurs qui sont passés les voir, et moi j'étais là. Et on a eu plein de discussions, et chaque personne m'a raconté une histoire différente. Et j'avais réussi mon histoire, parce que tu as des mecs qui te disent en fait, lui ou elle est le fantasme de l'autre. Ok, c'est ta version, elle est très bien. Et l'autre qui dit, c'est horrible, ils se sont loupés, ils sont seuls, ils n'étaient pas là au bon moment. Après, tu as quelqu'un qui dit, mais non, mais on s'en fout de l'heure, ils sont ensemble, ils baisent, il n'y a pas de question. J'ai eu une version très marrante il n'y a pas longtemps, d'un mec qui m'a dit, auquel je n'avais pas pensé, qui m'a dit, en fait, ils sont là au même moment, au même endroit, mais c'est deux mondes séparés, parallèles. Ça va loin, hein. Et en fait, il y a dans la vie des mondes parallèles, et donc mais ils sont pas dans le même monde. D'accord. Ok, génial. Et finalement... Tu as ta version, toi, ou pas? Moi, c'est plutôt une version positive, érotique et d'amour. Mais voilà, après, je pense que la nana qui a vu La Solitude, ça lui parle de sa vie personnelle. J'ai fait une série juste avant, qui s'appelait Meet My Mom, avec des vrais parents et leurs enfants sur le dos. C'est très marrant, parce que quand tu vois cette série, elle est traitée un peu à la Hopper. Les images, j'ai fait très attention que ce soit hyper beau pour que ça soit pas trop angoissant, etc. Et quand je l'ai faite, selon la vie des gens, il y a des gens qui m'ont dit « Ah putain, c'est hyper angoissant, quelle horreur ». Je vis ça en ce moment, c'est une angoisse totale. Et d'autres qui m'ont dit, mais quelle tendresse, qu'est-ce que c'est beau. Et là, je me suis dit, effectivement, c'est là où ça m'intéresse, de dire que dans ton image, c'est après à chacun de se raconter son histoire. Et son histoire, elle est liée à son histoire personnelle et à son imaginaire plus qu'au tien. Moi, je l'ai plus vu, du coup, de scoltiner son parent sur le dos. Mais c'est sûrement lié à ton histoire, et moi aussi. Hein. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui ont vu une tendresse entre les parents et les enfants. Après, il y a aussi le côté dans le fils ou la fille, toujours un peu triste. Donc c'est aussi peut-être pour ça effectivement, ils sont figés, mais souvent mes personnages, alors c'est un choix que j'ai fait, ils expriment très peu de choses, parce que je trouve que justement, s'il y a beaucoup d'expressions, ça empêche les gens de se raconter une histoire. Donc, je me dis, il faut être assez figé, assez neutre. C'est un parti pris, hein.
C'est vrai que moi je l'ai pris plus comme quelque chose de ça peut être aussi triste, une interprétation. parce que je regarde un peu le regard un peu vers le bas. Enfin, en tout cas, moi, la façon dont je l'ai fait, je me suis dit ne rentre pas trop dans le détail d'expression de gens, parce que si tu rentres là-dedans, tu enlèves une part d'imaginaire qui, moi, me semble importante. Pour revenir à Secret Eden, bon, tu as déjà un petit peu raconté ton process de création, mais là, c'était ton plus gros projet à ce jour. Ah, c'est gigant. Enfin, parce qu'il y a quand même le 17... truc, il y a 17 lieux, 85 images, ou 86, 130 personnes, c'est une usine à gaz. Ouais. Ça m'a pris 3 ans pour le faire. C'est mon plus gros truc. J'en ai en prévision 2 autres qui sont encore plus gros que ça, mais les investissements sont tellement énormes qu'il faut quand même avoir le fonds. Donc maintenant, mes prochaines étapes, c'est de trouver les fonds pour faire des projets aussi gros. Mais en même temps, t'es pris par le truc. C'est-à-dire que j'arrive pas à calculer en me disant c'est gros, c'est pas gros. J'ai envie de raconter une histoire et après, il faut y aller. Et je mets toute l'énergie que j'ai pour faire ce truc. Et tu vas chercher des financements comment ? Jusqu'à maintenant, c'est moi qui finance. D'accord. Et après, c'est ce que je gagne qui me permet de payer les productions que je fais. J'ai un projet avec Versailles, il va falloir qu'on trouve un financement parce que c'est un truc gigantesque, mais ça va être complètement dingue. Si j'arrive à faire ça, je pense que ça va être fou. Ça va être vraiment fou. Et tu as ce challenge en fait, j'ai l'impression, en t'entendant parler, qu'il y a un côté un petit peu challengeant de toujours faire plus gros que... Pas du tout. Non ? Non, pas du tout. Tu vois, j'aimerais bien... pas du tout. Il se trouve que après, c'est le niveau de tes idées qui fait que c'est très gros. Mais que je veux faire sur Versailles, c'est énorme. Mais c'est pas parce que c'est énorme que ça m'intéresse. Et en même temps, c'est parce qu'on l'a encore jamais fait et que... Après que ce soit, je t'avoue que vu le niveau de financement de chaque série, si c'était un peu moins, ça m'arrangerait. Ça serait moins de pression, moins de stress. Et puis j'aime bien l'idée aussi de pouvoir faire un petit projet qui soit aussi hyper créatif, mais sans argent. Un de mes films préférés qui a été fait avec très peu d'argent, c'est Be Kind Rewind. Et Be Kind Rewind, c'est justement l'apologie des bouts de papier. Et je trouve que ce qu'ils font, les petits morceaux de films, quand ils refont tous ces films qu'on adore avec il n'y a rien de plus créatif, donc parfois les super productions ça casse la créativité. Après le problème aussi c'est quand tu veux inventer des choses, fabriquer, faire travailler des model makers, sur des projets, il faut les payer et c'est là où c'est Parce que là tu dois avoir un sacré budget. Pour la série des super-héros flamands, tu as eu un... Énorme. On a fait fabriquer des costumes. Ah oui, parce qu'à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des costumes, on a fabriqué des perruques, quand il fallait, il y a eu des retouches. Le coup du masque de Iron Man avec les... ça a été fait en 3D. C'est en 3D ça ? C'est celui-là. Alors on a shooté avec un vrai masque, qui était vachement bien, mais le niveau d'exigence n'était pas assez élevé. Et puis on voulait que justement il y ait gravé dessus la même chose que sur le costume. Donc finalement on l'a fait en 3D. J'utilise pas souvent la 3D, mais je pense que l'important c'est la finalité de l'image. Ce qui est marrant en plus, juste pour l'anecdote, j'étais en shooting, parce que je fais du mariage aussi à côté, et j'étais en shooting couple avec des futurs mariés du côté de la gare d'Austerlitz. Et puis on arrive là par hasard, c'était la fin du shooting, et là je vois tes photos à 4 mètres de haut. Je fais ah tiens. Non mais c'est vrai que je le connais. Et du coup j'ai une photo, je te montrerai, j'ai une photo des mariés juste devant ma salle d'Iron Man, parce que c'était celle la plus facile à shooter sans rien devant en fait. Et c'est vrai que la démesure en fait du truc et le détail qu'on voit dedans, ils ont fait un truc de 7 mètres de haut. C'est 7 mètres 7 mètres de haut, et effectivement, c'est-à-dire qu'on m'a proposé ce projet en me disant est-ce que ça vous intéresse d'avoir des tirages de 7 mètres de haut à l'extérieur de la gare d'Austerlitz. C'est compliqué de dire non. Et en plus, on a eu de la chance que la boîte qui a fait les bâches, elle est vraiment forte et ils ont fait un truc, c'est super beau, alors que ça aurait pu être très moche. C'était compliqué à imprimer. Et ils se sont très bien démerdés, vraiment. Ton nom circule de plus en plus en fait. Et quand j'ai vu ton site, comme je disais au début, il y a des photos où je me disais ah ouais c'est lui cette pub là, et c'est des pubs que j'ai vues il y a longtemps, je sais pas combien de temps parce que dans ma tête j'ai plus de la notion du temps, mais celle avec les soldats avec le mec maquillé en Kiss, c'est bien ça, double A. Celle de la SNCF qu'on voit beaucoup, tout ça, et j'ai l'impression que ton nom devient de plus en plus connu en fait,
Ça, c'est pas à moi de te le dire, j'en ai aucune idée. Ce que je sais juste. T'en as conscience ou pas Pas du tout. Non. Si, alors là où je me rends compte que parfois il y a des gens qui connaissent mon boulot, c'est quand tu arrives quelque part et que tu dis j'adorerais faire une photo dans votre maison et que la nana me dit mais j'adore votre travail. Et là tu te dis putain ça sert à quelque chose. Mais dans la réalité de ma vie, je gagne pas tellement plus d'argent, même plutôt moins parce que je produis des trucs qui me coûtent une tonne. Ma boulangère me reconnaît pas encore, ma bouchère non plus parce que j'en ai pas. C'est juste qu'effectivement on arrive à avoir des facilités sur des filles par exemple, ou des mecs pour bosser, que les magazines, c'est vrai que moi, j'ai jamais démarché de magazine, ça m'est jamais arrivé. Donc les mecs t'appellent en disant est-ce que tu veux faire une série. J'ai pas le truc du bonjour, je voudrais faire une série de photos, rappelez-nous la semaine prochaine, tu vois, qui est assez pénible. Mais et je me rends pas compte que non, je me rends pas vraiment compte. Je sais pas si ça sert à quelque chose en fait, ça. Enfin, sauf de pouvoir faire des projets justement. Ouais. Si j'arrive à faire le Versailles que j'ai dans la tête, ça peut me servir parce que pour le coup, je ferai un truc tellement grandiose et qui servira à la France. Enfin, tu vois, qu'on aimerait exposer dans d'autres pays, etc. En vrai, ça sert à rien d'être célèbre. Enfin, si, d'être là, tu vois. On m'a toujours appelé pour faire des campagnes de pub. Comme ça change du coup. Avant, on t'appelait entre guillemets pour en tant que DA. Enfin, tu bossais dans une boîte. Non, comme photographe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, tu bossais sur de la pub en tant que DA. Ouais. Là, tu bosses sur de la pub en tant que photographe. La grosse différence, c'est qu'avant, tu bossais pour une boîte et maintenant, tu bosses pour toi. Ça change tout. Non, la position entre salarié, directeur artistique et photographe, elle est complètement différente et je suis ravi d'avoir fait ce changement, même si ça a été très compliqué parce que quand tu arrives et que tu es DA et que tu dis je fais faire de la photo, les mecs ils te le disent mais non, toi t'es DA. Je dis bah non, je suis photographe. Non, toi t'es DA. Et après, inversement, c'est-à-dire que si t'es photographe et que le mec il veut faire un truc DA, il dit non, il sait pas faire. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de truc où on te catalogue. Tu dois être, si tu fais du reportage, tu sais faire que du reportage. Bon, après, le problème se pose pas pour moi puisque je suis un anti-reporter. Je dis bonjour à tous mes amis reporters que je respecte. Non, l'histoire de la notoriété, j'essaie de revenir sur ce que tu dis. C'est vrai que par contre, le dernier 2-3 mois, là, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent un peu parce qu'on m'a proposé des projets assez gigantesques et je me dis que ça c'est peut-être lié au fait effectivement à force. Je sais pas si c'est au fait d'être connu ou je commence à avoir fait plein de choses différentes et donc je pense que j'ai plein de références différentes. Quand j'ai fait les super-héros, il y avait Mamika et les super-héros et donc on me donnait que du flamand et donc du flamand ou du super-héros et puis Secret Eden ça a ouvert sur plein de trucs. Après, il y a Meet My Mom. Et puis, effectivement, j'ai plein de petits projets annexes ou des gros projets annexes qui vont sortir là. Mais je suis pas du tout là où j'aimerais être, en fait. J'aimerais, le jour où j'aurai des galeries dans le monde entier, le jour où je me poserai plus la question de savoir comment je vais bouffer à la fin du mois parce que faut payer justement toutes ces prods. Après, je pourrais arrêter de produire comme ça. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai une idée de série, je peux pas la faire parce que j'ai pas les moyens. Et pourtant, le truc, il est... Et peut-être qu'un jour, ma boulangère me reconnaîtra et à ce moment-là... Est-ce que c'est là le succès ? On se reverra. Et là, je changerai ma réponse et je dirai mais oui. C'est peut-être parce que tu dépenses pas assez d'argent chez elle. Ouais, il faudrait que je bosse un peu moins et surtout que je me mette à manger du pain. En tant que photographe, est-ce que tu t'es resté le même entre, à dire, les premières photos que tu as faites avec Mamika et les photos que tu fais en ce moment? Est-ce que tu as gardé le même regard? Est-ce que tu te sens la même âme d'enfant? Parce que dans ce que tu dis, il y a quand même un côté je m'amuse, j'ai envie de m'amuser, il y a quand même un côté grand enfant. Est-ce que tu sens plus de pression maintenant? Écoute, j'ai la même envie de raconter des histoires. La différence entre Mamika et aujourd'hui, c'est quand je fais un projet, les sommes investies sont plus du tout les mêmes. Donc je pense que je suis beaucoup plus tendu maintenant qu'avant, que j'ai quand même une nécessité de réussir que j'avais pas forcément au départ. Je publie plus de photos de vacances parce que je me dis, tu vois, alors que de temps en temps je fais des photos comme tout le monde, tu vois, je prends mon iPhone et alors on dit mais non mais toi t'es photographe. Je suis photographe mais je viens de prendre mon pied sur la plage et il a la même gueule que n'importe qui prend son pied sur la plage. Est-ce que ça m'a changé que ça marche ou que ça marche pas? Pas du tout. De toute façon, je pense que même si je deviens un jour milliardaire et hyper connu, ça changera rien parce que j'ai pas été élevé comme ça. La différence, c'est sûr que quand on débarque à Versailles avec un projet, tu vois, un book qu'on a préparé pendant un mois pour essayer de voir avec eux si on peut shooter chez eux et faire un truc ensemble, il y a évidemment plus de pression que quand je suis avec mon équipe de 3 personnes ou 4 et qu'on est avec ma grand-mère et qu'on la met avec un casque et qu'on va aller dans la rue. Mais par contre, l'envie de faire des images, l'espèce de truc, tu vois... En fait, à partir du moment où j'ai un truc dans la tête avec une série,
qui peut venir de moi ou de Ben, parce qu'on travaille à deux, ou de Axel avec qui je bosse aussi. À partir du moment où j'ai ça dans la tête et que je veux faire une image, ça me prend de la même manière, j'ai le même enthousiasme, la même folie, et le reste, rien ne compte. Soit de l'argent, pas d'argent. C'est-à-dire que avec ma grand-mère, j'étais capable de m'allonger au milieu de la route, au milieu des bagnoles, pour la prendre sous un certain axe, et tu peux rien faire, c'est comme ça. Et aujourd'hui, pour faire des projets beaucoup plus gros, je fais la même. Et de toute façon, même mes projets perso, ça reste très artisanal, parce qu'on n'a pas les moyens de prod, donc on produit nous-mêmes avec mon équipe. Et parfois, c'est fatigant parce que là où on devrait faire 3 images, on en fait 10 parce qu'on n'a pas les moyens d'en faire 3. Et que les mecs ils te louent le truc mais que pour une journée. Mais à chaque fois, comme quand j'étais avec ma grand-mère, j'en étais parti à New York. Tu vois, et je l'ai foutu dans un taxi habillé à New York avec mon équipe à New York. Et ben là c'est pareil, on vient de faire une série, on a loué des bagnoles américaines dans un endroit de ouf. Les mecs, tous les jours on nous disait c'est pas possible. Et tous les jours on trouvait la réponse, la solution pour que le soir ou le lendemain on dise bah si c'est possible. Et finalement on l'a faite comme on voulait, sans regret, même peut-être mieux que ce qu'on avait imaginé. Mais c'est vrai que c'est des batailles. Donc ce côté prod, préparation, tu l'aimes quoi. Non, je l'aime pas. Enfin, je l'aime ou je l'aime pas. Le truc, c'est comme si tu me disais, on doit faire un film, est-ce que tu veux le préparer? J'ai pas le choix. C'est-à-dire que si demain, et moi quand je fais mes photos, c'est un film. C'est un film, voilà. Tu n'imaginerais pas de faire un court-métrage sans le préparer. Tu partirais jamais avec ton appareil. Plus ou moins le préparer. De mon expérience, moi j'aime pas préparer les choses et je fais les choses très à l'arrache parce que je sais que je suis pas bon dans le fait de préparer, que j'aime tellement pas ça, et donc du coup je vais préparer le minimum qu'il y a à préparer et puis après moi je prépare que pourra quoi. Je prépare tout. Ce qui caractérise mon boulot, c'est la précision de chaque truc, tu vois, les détails. Avec mon équipe, on réfléchit à chaque truc. Comment il s'habille, comment machin, le chien, le truc, la tenue, la position. Wes Anderson, c'est comme si tu disais à Wes Anderson, arrive sur le set et puis après tu vas essayer de voir ce que tu vas raconter. Ça aurait été bien que la tapisserie soit plus comme ça. Bon, après, on a un degré, tu vois, parfois, moi je trouve que Wes Anderson, il va un peu loin dans son histoire. Mais tu vois, mes rêves, c'est Wes Anderson, c'est Tim Burton. C'est des gens qui racontent des histoires, mais où tout est. Le géant, il a une taille, il n'est pas là par hasard. Tu vois, il est pieds nus, il a des poils sur les pieds. Enfin, ils ont réfléchi à chaque truc. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ce qui me fait marrer. En fait, la prod, c'est assez stressant parce qu'effectivement, c'est là que tu fais la photo et pas le jour où tu shootes. Et que donc, en fait, quelque part, moi, je déplace ton truc. Toi, tu le fais au moment où tu te balades et tu vas te dire, il y a ça. Donc, tu compresses ça sur une journée, 2 journées, 3 journées. Et moi, je l'étale sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Et effectivement, le jour où j'arrive, toutes les questions que tu te poses au moment où tu shootes, moi je me les suis posées avant et l'énergie qui te permet de faire ça à ce jour-là, moi je l'ai eu les mois d'avant. Mais c'est vrai aussi que je pense que si demain tu devais faire une photo avec 40 personnes en costume, dans un endroit où qu'on te loue 5000 balles la journée, tu n'arriverais pas en te disant on verra sur place ce qui va se passer parce que tu peux pas. Parce que les 40 personnes, si jamais tu foires leurs photos, les bouqueuses te les donneront plus jamais. Que les 10 000 balles que tu as eues ou 5 000 balles ou 3 000 balles de location de vêtements, si la photo elle est pas parfaite, tu vas faire mal au cul. Et que donc effectivement, à partir du moment où tu rentres dans un truc gigantesque comme ça, tu es obligé. Et voilà. Et là où toi, ta créativité, elle est sur je vais tout faire. Moi, ma créativité, elle est sur tel personnage, il va avoir quelle gueule et comment ça va bouger. Et puis aussi, est-ce que ça fonctionne? Parce que parfois, quand tu vois l'histoire de Secret Eden, quand on a commencé les premières, moi j'ai expliqué au mannequin, tu vas être à poil avec le pantalon un peu baissé, le machin. Et même moi, je me disais, est-ce que ça fonctionne? Et c'est en shootant que tu t'aperçois que oui, ça se superpose, que si t'envoies un peu trop d'un côté, ça marche pas, que si t'envoies pas assez, ça marche pas non plus. Et à chaque fois, en fait, comme c'est toujours différent, t'as toujours des problématiques, tu vois, auxquelles tu t'attends pas. La série qui sort en septembre, on l'a shooté, le truc était parfait, j'avais des refs. Mais putain, après, avec le retoucheur, on a bossé pendant des jours et des jours pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne et voir juste comment ça fonctionne. Mais avant que ça fonctionne, il m'a fallu pas mal de temps pour voir comment on allait gérer le rayon, le truc, la file, la position, est-ce que c'est tu vois, la chromie, etc. Parce que là, du coup, tu bosses après avec un retoucheur, c'est pas toi qui retouches tes photos? Non, je retouche pas. Je sais retoucher, mais je suis bien moins bon que les mecs avec qui je bosse, qui sont tous des tueurs, qui font ça du matin au soir. Mais au même titre que je fais pas le maquillage sur mes photos, ni la coiffure. J'adorerais, mais je suis pas coiffeur et je sais retoucher, mais je suis pas retoucheur.
les mecs, moi, je travaille avec des gens différents selon les boulots. Ils ont un niveau de compétence que je ne peux pas avoir. Il faudrait que je travaille 12 heures par jour devant une bécane à faire des retouches pour l'avoir. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui... Enfin, même si j'adore ça, je retouche mes photos de vacances. On veut les voir, tes photos de vacances. Mais écoute, je te le souhaite pas. Après, si tu arrives à pirater mon Instagram perso où j'ai 50 personnes dessus, tu pourras voir. Je vais te dire un truc très marrant, c'est que j'ai un Instagram pro, évidemment, avec pas mal... Je me suis aperçu il y a 2 ou 3 ans qu'à chaque fois que je mettais des photos de vacances, je perdais du monde. Que les gens, ça les intéresse pas de voir mon chien sur la plage en train de courir. Alors je mets une photo pour montrer que oui, j'ai une vie à part... Si je dois résumer ta vision du truc, c'est vraiment faire du nouveau, faire jouer dans le contraste de ce que tu as pu faire avant, t'amuser, surtout raconter des histoires. Ouais, c'est ça. Le nouveau n'est pas une obligation, mais j'ai pas envie de me... c'est ce que t'aimes aussi. Oui, j'ai pas envie de... Tu vois, il y a des artistes, des sculpteurs, des peintres qui ont fait toute leur vie le même tableau. Très bien, soit. Je connais beaucoup de photographes aussi qui, je trouve, je ne donnerai pas de nom, mais que j'adore et qui font toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils nous reproduisent. Alors, c'est pas le même mec, c'est pas la même gonzesse, mais c'est toujours la même lumière, la même histoire, le même truc. Et j'ai envie de leur dire à un moment donné, mais vas-y, fais-moi autre chose, tu sais faire autre chose. Oui, ça marche, oui, t'as vendu des tirages, oui, tout le monde t'attend là. Mais tu peux aussi raconter. Donc voilà, je pourrais refaire des super-héros, ça marcherait super bien. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu quand même entre faire pendant un peut-être plus ou moins long moment un certain type de photo, parce que ça te permet aussi de t'améliorer dans ce domaine-là et d'aller de plus en plus loin et tout. C'est une chose, je suis d'accord avec toi. Pour changer après, parce que moi je vois moi je fais du landscape nude et ce que je faisais il y a 4 ans est très différent de ce que je peux faire maintenant et la qualité a évolué c'est sûr. Et même je suis plus focalisé sur ce que je sais plus ce que je veux faire en fait. Et si j'avais pas eu toutes ces étapes là avant, je pourrais pas faire ce que je fais maintenant. Non, ça veut pas dire ça veut pas dire qu'il faut pas revenir. Mon point de vue sur la nouveauté ou la différence, elle n'est pas de dire on fait un sujet, c'est fini, on passe à autre chose. Il est de dire que quand tu as un truc qui marche, il faut se remettre en danger sur autre chose. Voilà. Après, peut-être que je referai des super-héros dans 5 ans ou dans 10 ans, mais j'aurais effectivement évolué et je les ferai autrement. Et ça m'intéresse. Mais j'aime bien l'idée que quand un truc a très bien marché, que tu passes à autre chose et que cette autre chose, tu vois, les Lubavitch en noir et blanc, j'avais 2 assistants ou un assistant shooté en argentique qui s'était tiré à la main, dans les rues de New York avec des mecs habillés en noir et blanc et j'avais 1 ou 2 flashs, genre très peu par rapport à d'habitude. C'est une mise en danger par rapport à ce que je fais d'habitude, qui est, tu vois, se rapproche d'ailleurs plus de ce que tu fais, même si tout est mis en scène, et qui m'a amusé parce que je sortais d'une énorme prod et que j'avais envie de prendre un peu l'air. Et ça m'a fait marrer de passer d'un truc avec 110 personnes à un truc où on était 4. Et voilà, je veux pas rentrer dans un systématisme. Je pense que le plus important, avant la nouveauté, c'est ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire s'amuser. Là, on vient de passer des mois sur un sujet, je t'avoue que tu as envie de faire autre chose. Tu vois, c'est bon, on l'a fait, on a fini. D'ailleurs, j'ai pas encore fini, mais le truc, on s'est marré. Au secours, vas-y. C'est quand même toujours des sujets lourd, c'est compliqué. Donc le fait de passer à un autre sujet, ça te donne une autre énergie, un autre truc, tu as envie de faire quelque chose d'autre, tu vas avoir d'autres problématiques qui sont différentes et qui ne seront pas forcément plus ou moins simples ou plus ou moins compliquées. Peut-être aussi ça vient du fait que quand tu es DA, tu fais une campagne, en même temps tu en fais une autre et la semaine d'après tu en fais une autre et donc finalement il y a une espèce de truc de bougeotte qui est aussi intéressant, qui fait que tu te lasses pas. Et c'est, quand je t'ai dit, je fais de la pub, des éditos, des séries perso, ça te permet d'appréhender des gens différents, des problématiques différentes, parce qu'en galerie, il faut gérer ton galeriste, il faut gérer ton tirage, tes clients qui sont des collectionneurs, ton encadreur. Il y a des problématiques de production, etc. Après, la pub, il y a évidemment un DA qui va dire moi je voudrais le client, l'acheteuse d'art, ton agent. Les éditos, c'est le vêtement, il faut que il y ait un pli, le truc, qu'on montre bien chaque vêtement, combien de pages, 10 pages, 12 pages. Le rédac chef qui te dit j'adore, l'autre qui te dit non, moi j'aime un peu moins, il faut gérer les uns avec les autres. Donc à chaque fois, c'est des problématiques différentes. Et je pense que si je faisais avec des éditos, au bout d'un moment, je taperais sur la gueule des mecs avec qui je travaille, et que de la pub pareil. Et si je faisais que des séries perso, au bout d'un moment, c'est pareil. Tu vois, j'aime bien l'idée de passer d'un truc à un autre et d'essayer et c'est pas seulement moi, c'est avec mes équipes et c'est très important
les gens avec qui je travaille, qui sont souvent les mêmes. Alors après, c'est vrai qu'on prend un styliste pour un projet, un autre pour un autre, mais d'essayer à chaque fois d'appréhender les choses avec la même qualité et d'avoir le même niveau d'exigence et de réussite. Bon, parfois on y arrive, parfois c'est un peu moins réussi, mais on essaye quand même souvent tu vois, que ça soit vraiment bien. Et quand tu me disais toujours plus nouveau, non, en tout cas toujours du même niveau. Du même niveau ou un peu mieux. Il y a un point dont tu voulais nous parler. La notoriété, ça sert à rien, sauf à un truc, c'est que par exemple, là, on vient de m'appeler, Le Point m'appelle il y a 2 semaines et me dit, écoutez, on voudrait faire une photo d'Arthur et on voudrait absolument que ce soit vous qui fassiez la photo. Voilà, on voudrait quelque chose d'historique, faites ce que vous voulez. Enfin, quel luxe de te dire, je vais shooter ce mec que moi j'aime bien, qui est Arthur le présentateur, et que, alors on s'est rencontrés, on a discuté de ce qu'il voulait et en gros, il m'a dit « Je veux pas être un personnage trop sympathique puisque j'aime bien les personnages un peu méchants, un peu... voilà. » Et il m'a dit « Maintenant, après, c'est de l'historique, tu fais ce que tu veux. » Donc avec mon équipe, on a, pareil, fait des recherches, des créations de costumes, etc. Et on a fait 2 images de lui qui sont complètement folles. Enfin, on a fait une photo de lui où il est... alors, c'est l'époque Napoléon Ier, il est en amiral, version Joker. Et une deuxième où il est toujours, parce qu'on est resté sur le même maquillage, où il est en clown triste du début du siècle. Et on a fait un truc historique avec un fond peint, et c'est canon. La photo, elle est canon. Et c'est vrai que de pouvoir traiter tout d'un coup, dans Le Point ou d'autres magazines, des personnalités, avec un décalage sur ce qu'on voit d'eux d'habitude et ce qu'on peut faire, en te disant fais ce que tu veux. Il y a une somme d'argent, tu te débrouilles avec ça, fais ce que tu veux. Ça, c'est pour moi une chance, un luxe et un rêve. Tu vois, il y a plein de mecs que j'aimerais prendre en photo et si ça continue et qu'on continue à me dire écoutez, tu vois, comme Ali Leibovitz a pu le faire, on veut une photo, un portrait de telle époque, de tel mec. Effectivement, moi ça me va et non seulement ça me va, mais en plus, c'est la raison pour laquelle je fais ce métier. C'est raconter des histoires et puis faire des décalages avec les personnages que j'aime bien. Donc là, on va avoir 2 photos dans Le Point, dont moi je suis très fier et qu'on a fait avec mon équipe. Et on a pris un prothésiste, un maquilleur prothésiste d'effets spéciaux. J'ai une coiffeuse qui a été, on lui a collé une perruque avec et puis moi j'ai mon styliste d'époque qui nous a sorti un costume de dingue. On a trouvé, donc c'est pareil, là c'est nous qui produisons, mais tu vois, on a trouvé un fond peint et on a fait une photo de Napoléon Ier, telle que étaient faits les tableaux, avec une chromie de l'époque, etc. Et la photo, elle est surprenante. Le truc de gamin, c'est de dire on va faire ça, ça, ça et ça. J'en parle à mon équipe. Tu vois, j'ai mon assistant et je lui dis tiens, si on faisait ça, le mec il fait des recherches, il te montre une photo. L'histoire de Napoléon Ier, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est lui. C'est-à-dire que on cherchait Napoléon III et à un moment donné, il me montre une photo d'un amiral Napoléon Ier. Et il a fait plusieurs trucs. Et donc en fait, l'histoire de l'équipe, c'est que tu t'aides des gens qui t'entourent et que ces gens-là, ils t'enrichissent et ils t'amènent des trucs et tu regardes, tu te dis mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Et un jour, tu shootes et à la fin des retouches, tu vois le mec en Napoléon Ier devant un fond peint et que nous, on a été chercher en bagnole à trimballer avec la fenêtre ouverte et le truc qui sort et où tu te dis c'est beau, mais est-ce que ça va marcher? Parce que tu sais jamais vraiment non plus. Tu vois, il y a quand même la part d'aléatoire, c'est shooter devant un fond peint, moi j'avais jamais fait. C'est canon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est parce que mon équipe l'a fait, qu'on a eu une bonne idée et que, tu vois, je prends rien jamais pour moi. Donc ce qui m'autorise aussi à dire que j'aime bien les photos qu'on fait, c'est que j'ai des mecs qui s'occupent de la lumière, des mecs qui s'occupent des retouches, des gens du maquillage et que c'est le tout qui va faire... Du coup, est-ce que c'est toujours ta photo? Ouais. C'est toujours ta photo? Ah ouais, c'est moi qui galère pour la série. Enfin, je suis le seul à commencer au début et à terminer à la fin. Donc c'est toujours ma photo parce que le maquilleur, je l'appelle, je lui dis je veux ci, ça, ça et ça. Après, il va m'amener sa patte. Que le retoucheur, j'arrive avec un truc, une image finie en lui disant voilà ma rêve, je veux ça. Ce qui fait, enfin c'est comme le réalisateur, c'est-à-dire qu'on t'appelle toi. Après c'est à toi de booster tes équipes, de trouver la bonne période, même si c'est pas moi qui trouvais le Napoléon III. À un moment donné, j'aurais pu dire non, on va partir plutôt vers ça et c'est quand même toi l'impulsion de toute l'histoire. Oui, mais c'est pas que ma photo, c'est la photo de moi et de l'équipe avec qui je travaille. Si je disais que c'est moi, je mentirais et c'est complètement faux. Parce que la plupart du temps, il y a tellement de boulot que je m'occupe plus de la lumière, très peu, je m'occupe plus du maquillage. Alors je vais voir tout, mais j'ai des mecs qui sont tellement forts que je la fais plus la lumière. Je ne fais plus la lumière, je fais pas le maquillage. Par contre, je regarde tout. Ouais, après, c'est quand même moi qui appuie sur le bouton et qui choisit mes diaph et mes ouvertures et mes trucs et qui brief mes gars. Enfin, c'est mon matériel, donc je sais avec quoi je travaille et il y a quand même une direction en disant je veux ça à droite, à gauche, avec tel appareil. Mais c'est pas moi qui vais commencer à tourner
c'est fini ça, je fais plus ça. D'ailleurs, est-ce que je l'ai déjà fait? Juste pour terminer, j'ai une question que je demande à chaque fois. Sur F1.4, on est comme sur une chaîne de tutoriels photo. Ouais. Pour apprendre la photo, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui aimeraient aller dans ton style de photo, enfin dans le style de mise en scène que tu peux faire? Est-ce que tu as un conseil à donner Le plus grand conseil que tu puisses donner, c'est que la technique, c'est rien. Savoir placer une lumière. Souvent, quand j'ai des gens qui viennent, ils ont envie de savoir comment on va mettre le flash. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. On s'en fout pas du tout. Mais je pense que le plus important surtout, par rapport aux photos que moi je peux faire et de ce genre-là, c'est la prépa. C'est-à-dire effectivement l'imagination, le travail, les recherches. Il y a un travail de recherche gigantesque. Je pense que quand tu t'es fait un document et que tu as passé des semaines à chercher des références, que tu as écrit des histoires, etc., si tu fais bien ce travail-là, après tout le reste, ça va te permettre à toute ton équipe de comprendre quel genre de maquillage, quel genre de coiffure, quel genre d'attitude. Tu amènes ton document à la personne qui va être photographiée. Je pense qu'il n'y a pas de détails, voilà. Au même titre que je travaille avec une chambre, tu vois, et que quand tu es photographié avec une chambre, c'est pas pareil que si tu es photographié avec un Canon. Parce que, par rapport aux photos que je fais, toujours je mets et tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, il y a un déclencheur souple, on prend le temps, voilà. Je pense que la préparation, c'est primordial. Du coup, juste tu shootes avec quoi? Je shoot avec un Alpa suisse. Je sais pas ce que c'est, mais je regarderai ce que c'est. Regarde, c'est juste un des plus beaux appareils qui existent, à mon avis, qui est juste sublime et qui fait des photos de dingue. J'ai un dos derrière, soit tu peux mettre de l'argentique, soit un dos 100 millions de pixels. Et c'est des objectifs de chambre, ça a un piqué impressionnant. Et puis c'est un appareil en soi. Enfin, oui, à chaque fois que je le sors de son sac, tu vois, et je pense que la photo, il y a une espèce de travail par rapport aux gens que tu photographies et que si tu arrives avec, comme on le faisait avant, c'est-à-dire avec du matériel, des jambes, et qu'on prend le temps, on arrive à tirer le meilleur des gens. Et que si tu arrives avec un truc et que tu connais rien et que tu regardes juste derrière et que tu fais comme si, ça peut faire des photos très bien, mais en tout cas, moi, si je devais être pris en photo par quelqu'un, je préférerais être pris en photo par quelqu'un qui sort une chambre et puis prend le temps et me sort un hectare et machin, que par quelqu'un qui va me faire 50 photos en 5D où il y en aura forcément une qui sera chouette parce que... on va pas repartir sur le sujet. Par hasard, on arrive toujours à faire quelque chose, mais par hasard quand même. Bien, merci. On a pas mal discuté quand même. Du coup, je mettrai les liens pour aller voir tout ton travail et tout. En tout cas, vous connaissez déjà, parce que vous avez déjà vu pas mal de photos si ma boulangère regarde ce film, je suis hyper connu. Voilà, je suis hyper connu. Donc si je pouvais avoir non seulement un petit prix sur la baguette, mais avoir des baguettes plus grandes. Puis une baguette avec marqué Mamika dessus. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, au revoir.